Les petits tueurs existent. Contrairement à notre perception de l'innocence enfantine, certains jeunes commettent des crimes si barbares qu'ils laissent perplexes même les professionnels les plus expérimentés du système pénal. Ce qui rend ces cas encore plus frappants, c'est comment ces mineurs se transforment en figures redoutées à l'intérieur des prisons, où leur réputation transcende leur âge. Aujourd'hui, je vais présenter 3 cas de jeunes criminels qui, pour différentes raisons et circonstances, sont devenus des noms qui provoquent la peur même parmi les détenus les plus endurcis. Chaque histoire révèle comment la combinaison de prédispositions, d'environnements dysfonctionnels et d'échecs du système peut créer des monstres qui n'ont même pas encore atteint 16 ans. Et s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai laissé le cas le plus perturbant de tous pour la conclusion. Je vous promets que vous serez impressionnés par la froideur et la brutalité démontrées dans le dernier récit. C'est un cas qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'esprit humain. Si vous suivez ce contenu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous inscrire et de recevoir plus d'analyses approfondies sur des cas criminels qui défient notre perception de la nature humaine. Maintenant, plongeons dans les histoires de ces 3 jeunes qui ont écrit leur nom dans les pages les plus sombres de la criminologie contemporaine. Jamarion Lawhorn. Pour comprendre le crime choquant commis par Jamarion Lawhorn en août 2014, nous devons d'abord examiner l'environnement toxique dans lequel il a grandi. Né à Grand Rapids, Michigan, Jamarion a subi des abus dès ses premières années de vie. Anita Lawhorn, mère de Jamarion, avait un historique problématique en tant que gardienne. Des années avant l'incident, elle avait perdu la garde d'autres enfants en raison d'allégations d'abus physiques et de négligence. Bernard Harold, beau-père de Jamarion, avait des antécédents criminels qui incluaient la violence domestique. Ensemble, ils ont créé un environnement domestique caractérisé par des punitions physiques sévères, de la négligence émotionnelle et une instabilité constante. Les registres du département des services humains du Michigan révèlent que déjà en 2013, les autorités avaient reçu des plaintes concernant la situation de Jamarion. Les enquêteurs ont trouvé des preuves d'abus physiques, y compris des cicatrices et des marques de ceinture sur ses jambes, son dos et ses bras. Malgré ces découvertes alarmantes, Jamarion est resté sous la garde de sa mère et de son beau-père, un échec systémique qui aurait des conséquences dévastatrices. La maison où vivait Jamarion a été décrite comme insalubre par les travailleurs sociaux qui l'ont visitée. Des rapports mentionnent des conditions hygiéniques précaires, le manque de nourriture et la présence de nuisibles. À certaines occasions, Jamarion et ses frères et sœurs étaient privés de repas comme forme de punition pour des comportements considérés inappropriés par les parents. À l'école, les enseignants remarquaient des signes inquiétants. Jamarion apparaissait souvent avec des hématomes visibles, montrait un comportement renfermé et avait des difficultés à se concentrer. Bien que des rapports scolaires aient été envoyés aux autorités compétentes, les interventions furent insuffisantes pour modifier substantiellement sa situation familiale. L'isolement social était un autre aspect significatif de la vie de Jamarion. Il avait peu d'amis et participait rarement à des activités extrascolaires. Ses parents limitaient ses interactions sociales, augmentant son sentiment d'aliénation et de déconnexion avec le monde qui l'entourait. Le 9 août 2014, un jour d'été typique à Kentwood, Michigan, Jamarion Lawhorn est sorti de chez lui portant un objet qui changerait à jamais de nombreuses vies, un couteau de cuisine. Sa destination était le parc Pinebrook Village, un endroit où les enfants du quartier avaient l'habitude de jouer insouciamment. Les enquêtes ultérieures ont révélé que, ce matin-là, Jamarion avait été sévèrement battu par son beau-père. Les marques de cet abus étaient encore fraîches sur son corps quand il est arrivé au parc. Plus troublant encore fut la découverte que le garçon avait ingéré des pilules avant de quitter la maison, dans une tentative infructueuse de suicide. Connor Verkerk, un garçon de 9 ans, jouait joyeusement dans l'aire de jeu avec son petit frère et d'autres amis lorsque Jamarion s'est approché. Sans aucune provocation ou interaction préalable, Jamarion a attaqué Connor, le poignardant, à plusieurs reprises dans le dos et la poitrine. L'attaque fut si soudaine que personne n'a pu intervenir à temps. Même gravement blessé, Connor a réussi à courir vers sa maison, située près du parc. Il s'est effondré sur le porche, où il a été trouvé par ses parents. Malgré les efforts désespérés pour le sauver, Connor est décédé en route vers l'hôpital, en raison de la gravité de ses blessures. Le comportement de Jamarion après l'attaque fut tout aussi troublant et révélateur. Au lieu de fuir, il a marché calmement jusqu'à une résidence voisine et a demandé à utiliser le téléphone. Quand la propriétaire lui a remis l'appareil, il a appelé les services d'urgence et, d'une voix monotone, a dit
Je viens de poignarder quelqu'un. S'il vous plaît, venez m'arrêter. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé Jamarion assis sur le trottoir, attendant tranquillement. Il n'a pas opposé de résistance à l'arrestation, et pendant le trajet jusqu'au poste de police, a fait des commentaires qui ont choqué même les officiers expérimentés. Je voulais mourir. Je pensais que si je tuais quelqu'un, il me tuerait, aussi ou m'emprisonnerait pour toujours. L'enquête sur l'affaire a révélé des détails encore plus troublants sur la vie de Jamarion et ses motivations. Lors de son premier interrogatoire, mené en présence d'un avocat et d'un travailleur social, le garçon a démontré une compréhension étonnamment mature des implications de ses actes. Jamarion a révélé qu'il avait planifié l'attaque pendant 1 an. Son intention initiale, comme il l'a expliqué aux enquêteurs, était de commettre un crime si odieux qu'il entraînerait sa propre mort, soit par intervention policière, soit par peine capitale. Quand on l'a informé que le Michigan n'appliquait pas la peine de mort, il a exprimé l'espoir d'être envoyé dans un État qu'il a pratiqué. Les évaluations psychologiques initiales ont identifié que Jamarion souffrait de dépression sévère et présentait des tendances suicidaires chroniques. Les psychiatres ont noté qu'il parlait de sa propre mort avec une tranquillité troublante, comme si c'était une libération désirée de la souffrance continue qu'il expérimentait. Les examens physiques ont confirmé l'étendue des abus que Jamarion subissait. Son corps présentait des marques récentes et des cicatrices anciennes cohérentes avec des agressions fréquentes. Des examens toxicologiques ont également détecté la présence de médicaments dans son système, corroborant son récit sur la tentative de suicide avant l'attaque. Une découverte particulièrement alarmante fut un journal tenu par Jamarion, où il documentait les abus subis et exprimait des pensées de plus en plus sombres. Dans une entrée écrite quelques semaines avant le crime, il avait noté parfois « Je pense à blesser des gens pour que quelqu'un me remarque enfin et me sorte d'ici ». Les enquêtes se sont également étendues à la conduite des services de protection de l'enfance. On a découvert que, malgré de multiples plaintes et des preuves documentées d'abus, les interventions avaient été incohérentes et inadéquates. Cet échec systémique a soulevé de sérieuses questions sur l'efficacité des mécanismes de protection de l'enfance au Michigan. Le système judiciaire américain a fait face à un défi sans précédent: comment poursuivre un accusé qui, à 12 ans, était simultanément l'auteur d'un crime odieux et une victime d'abus systématiques? Jamarion Lawhorn est devenu le plus jeune accusé de meurtre dans l'histoire du comté de Kent à être jugé comme un adulte. La phase préliminaire au procès a été marquée par des débats intenses sur la compétence et la responsabilité. Les évaluations psychologiques ont confirmé que, malgré son âge et les traumatismes subis, Jamarion comprenait la nature et les conséquences de ses actions. Cette conclusion a permis au processus de se poursuivre, bien qu'avec des adaptations, tenant compte de sa jeunesse. Durant le procès, réalisé en 2015, le procureur Charles Boclou a présenté Jamarion comme un jeune qui, malgré les circonstances tragiques de sa vie, avait commis un acte prémédité de violence extrême contre une victime innocente. Le parquet a souligné le niveau de planification impliqué et l'absence de toute provocation de la part de Connor Verkerk. La défense, menée par l'avocate Charles Boclou, a construit son cas autour de l'historique extensif d'abus subis par Jamarion. Des psychologues ont témoigné sur la façon dont le trauma chronique peut affecter le développement cérébral et la capacité de prise de décision chez les enfants. La défense a fait valoir que le véritable crime avait été commis par les adultes qui avaient échoué à protéger Jamarion. La famille de Connor Verkerk a démontré une compassion extraordinaire pendant le processus. Dans un moment émouvant, les parents de Connor ont exprimé que, bien qu'ils cherchent justice pour leur fils, ils reconnaissaient également que Jamarion était un enfant qui avait été gravement lésé par le système et par les adultes responsables de sa garde. Après un procès émotionnellement chargé, le jury a considéré Jamarion coupable d'homicide au premier degré. Cependant, en raison de son âge, la sentence a été adaptée. Il resterait dans un centre de détention juvénile jusqu'à l'âge de 21 ans. Après cet âge, le tribunal réévaluerait son cas pour déterminer s'il serait transféré dans une prison pour adultes ou libéré sous des conditions strictes de supervision. Comme conséquence directe de l'affaire, Anita Lawhorn et Bernard Harold ont fait face à des accusations criminelles liées à l'abus de Jamarion. Tous deux ont été condamnés et ont purgé des peines de prison, bien que beaucoup aient critiqué la légèreté des sentences par rapport aux conséquences de leurs actions. La transition de Jamarion vers le système correctionnel a été marquée par des défis significatifs. Initialement, au centre de détention juvénile du comté de Kent, il était vu comme un jeune calme et renfermé, souvent ciblé par d'autres détenus en raison de la nature de son crime et de son apparence fragile.
Cependant, au fil des mois, les fonctionnaires du centre ont remarqué un changement graduel dans son comportement. Jamarion a commencé à développer des mécanismes de défense de plus en plus agressifs. Au lieu de rester une victime au sein du système, il a commencé à adopter les comportements intimidants qu'il avait expérimentés à la maison. Des rapports disciplinaires documentent des incidents croissants, d'agressions verbales et physiques, contre d'autres jeunes détenus. Dans un incident particulièrement grave, Jamarion a attaqué un autre détenu avec un objet improvisé, causant des blessures nécessitant une intervention médicale. Ce schéma de comportement signalait une transformation préoccupante, la victime devenait un agresseur. À 16 ans, Jamarion avait déjà établi une réputation au sein du centre pour jeunes. D'autres détenus l'évitaient ou cherchèrent son approbation, créant une dynamique sociale distordue, où son comportement violent lui conférait statut et protection. Les fonctionnaires rapportaient qu'il semblait presque émotionnellement déconnecté, observant les conflits avec un détachement clinique avant de décider de s'impliquer. Les psychologues qui suivirent son cas ont identifié un modèle classique d'identification à l'agresseur, un mécanisme de défense où la victime intériorise et reproduit les comportements abusifs expérimentés. Dans le cas de Jamarion, cette transformation a été aggravée par l'environnement carcéral, où l'agression est souvent récompensée par le respect et la sécurité. Son transfert vers le système pénitentiaire pour adultes à 21 ans n'a fait qu'intensifier cette métamorphose. Confronté à des défis encore plus grands dans un environnement dominé par des criminels plus âgés et plus expérimentés, Jamarion s'est rapidement adapté. Il a formé des alliances stratégiques avec d'autres détenus, offrant sa loyauté en échange de protection. Curieusement, la notoriété de son cas est devenue une forme de monnaie sociale à l'intérieur de la prison. Le jeune qui avait poignardé un enfant à 12 ans était vu avec un mélange de fascination et de crainte. Certains détenus plus âgés l'ont pris sous leur protection, lui enseignant les règles non écrites de la vie carcérale et les techniques pour survivre dans un environnement hostile. Aujourd'hui, Jamarion Lawhorn est connu parmi les autres prisonniers comme quelqu'un d'imprévisible qu'il vaut mieux ne pas provoquer. Les gardiens de prison rapportent qu'il maintient un calme inquiétant même durant les confrontations, une caractéristique que beaucoup trouvent de plus perturbante que des explosions de colère. Cette réputation lui confère une protection paradoxale. Peu veulent défier quelqu'un capable de commettre un acte si extrême sans montrer d'émotion apparente. Derek et Alex King. L'histoire des frères King commence bien avant la nuit fatidique du 26 novembre 2001. Derek, né en 1988, et Alex, né en 1989, étaient les fils de Terry King et Kelly Marino. Le mariage de leurs parents fut bref et tumultueux, se terminant par un divorce alors que les garçons étaient encore très jeunes. Après la séparation, la garde des frères resta initialement avec Kelly, mais sa vie personnelle se compliqua rapidement. Luttant contre la dépendance chimique et l'instabilité financière, elle perdit finalement la garde des enfants au profit de Terry. Cependant, même sous la tutelle du père, la vie des frères King continua à être marquée par l'instabilité. Terry King était décrit par ses connaissances comme un homme réservé au tempérament complexe. Il travaillait comme imprimeur dans une petite imprimerie à Cantonment, accomplissant souvent des quarts de travail nocturnes qui le maintenaient éloigné de la maison pendant de longues périodes. Des voisins ont rapporté qu'il était rigoureux avec ses fils, imposant une discipline stricte et limitant leurs interactions sociales. La maison où ils vivaient reflétait leur situation économique précaire. Située dans une zone rurale de Cantonnement, la résidence était modeste et manquait de confort basique. Les voisins voyaient rarement les garçons jouer dans la cour ou interagir avec d'autres enfants de la communauté. Cet isolement social a intensifié la dépendance mutuelle entre Derek et Alex, créant un lien intense qui deviendrait plus tard un facteur critique dans les événements tragiques qui se dérouleraient. L'éducation des frères King était irrégulière. Bien qu'inscrits dans le système scolaire local, leur dossier montrait une fréquentation incohérente et des performances académiques en dessous de la moyenne. Les enseignants signalèrent des préoccupations concernant des signes de négligence, notant que les garçons apparaissaient souvent à l'école avec des vêtements inadaptés au climat ou sans les fournitures scolaires nécessaires. Dans les mois précédant le crime, la dynamique familiale s'est compliquée davantage avec l'entrée d'un nouveau personnage dans l'histoire, Richard Ricky Chavis. Âgé de 40 ans à l'époque, Chavis était un ami de la famille avec un historique controversé, incluant une précédente accusation d'abus sexuels sur mineurs, dont il avait été acquitté. Il commença à assumer un rôle de plus en plus présent dans la vie des frères, leur offrant refuge dans sa caravane lorsqu'ils fuyaient la maison après des désaccords avec leur père.
La relation entre Chavis et les garçons, particulièrement avec Alex, devint bientôt objet de suspicion. Des témoins ont rapporté qu'il démontrait un intérêt inhabituel pour les frères, leur offrant des cadeaux, une attention exclusive et une liberté qu'ils n'expérimentèrent pas à la maison. Cette influence externe aurait un rôle crucial dans les événements qui suivraient. Dans la nuit du 26 novembre 2001, la vie des frères King et le destin de leur père se sont entrelacés dans un acte de violence extrême qui choquerait la nation. Les détails de cette nuit ont été reconstruits à partir des témoignages des frères Zuxmem et des preuves forensiques collectées sur la scène du crime. Terry King est rentré chez lui après son quart de travail nocturne à l'imprimerie. Épuisé, il s'est endormi dans un fauteuil inclinable dans le salon, comme c'était son habitude. Pendant qu'il dormait, Derek et Alex ont exécuté un plan que, selon des révélations ultérieures, ils avaient discuté préalablement. Derek, alors âgé de 13 ans, a empoigné une batte de baseball en aluminium qui appartenait à la famille. Avec Alex observant, il a asséné de multiples coups à la tête de son père endormi. L'attaque fut si violente que Terry King est décédé instantanément, souffrant de multiples fractures du crâne et d'une hémorragie cérébrale massive. Après avoir confirmé que leur père était mort, les frères ont initié la seconde partie de leur plan dissimuler le crime. Ils ont versé du liquide inflammable à plusieurs endroits de la maison et y ont mis le feu. Les flammes se sont rapidement propagées à travers l'ancienne structure en bois, créant un incendie qui serait bientôt visible pour les voisins, qui ont alerté les pompiers. Au lieu de rester sur place ou de chercher de l'aide, Derek et Alex se sont enfuis à pied dans l'obscurité. Leur destination n'était pas aléatoire, ils se sont dirigés directement vers la caravane de Ricky Chavis, située à quelques kilomètres de distance. Là, selon ce qui a été rapporté ultérieurement, Chavis les a accueillis, a écouté leurs confessions concernant le crime et, au lieu d'alerter les autorités, les a aidés à se cacher et à laver leurs vêtements tachés de sang pour détruire les preuves. Lorsque les pompiers ont réussi à contrôler l'incendie dans la résidence des King, ils ont découvert le corps de Terry parmi les décombres. L'autopsie a révélé que la cause du décès n'était pas le feu, mais les traumatismes crâniens subis avant que l'incendie ne soit déclenché. Cette découverte a transformé l'affaire d'un accident tragique en un homicide prémédité. Les enquêteurs ont rapidement identifié Derek et Alex comme suspects, surtout après que des témoins aient rapporté avoir vu deux jeunes quitter la propriété moments avant que l'incendie ne se propage. Une recherche intense a été initiée, culminant avec la localisation des frères dans la caravane de Ricky Chavis, environ 48 heures après le crime. Durant les interrogatoires initiaux, les frères ont présenté des versions conflictuelles et contradictoires des événements. Dans un premier temps, ils ont nié toute implication dans la mort de leur père. Par la suite, ils ont confessé le crime, mais avec des variations significatives dans leur récit concernant les motivations et la planification. Cette incohérence a soulevé des suspicions parmi les enquêteurs quant à une possible manipulation externe. Un aspect particulièrement troublant est apparu lorsqu'Alex, le plus jeune des frères, a commencé à alléguer que Terry abusait physiquement d'eux. Cependant, les examens médicaux n'ont pas trouvé de preuves physiques cohérentes avec un abus continu. Des enseignants et des travailleurs sociaux qui connaissèrent la famille ont également exprimé leur surprise face à ces allégations, affirmant qu'ils n'avaient jamais observé de signes d'abus physiques durant leurs interactions avec les garçons. L'enquête a pris une tournure encore plus complexe lorsque les détectives ont commencé à examiner plus profondément le rôle de Ricky Chavis. On a découvert qu'il entretenait un intérêt romantique obsessionnel pour Alex, alors âgé de seulement 12 ans. Des journaux saisis dans la résidence de Chavis contenaient des entrées troublantes concernant ses sentiments pour le garçon et son désir de le libérer de son père. Les preuves forensiques ont renforcé le soupçon de l'implication de Chavis dans le crime. Ces empreintes digitales ont été trouvées sur des objets dans la maison des King, et des analyses d'échantillons de sol sur ses chaussures correspondaient au terrain de la propriété familiale. Plus incriminant encore, les vêtements des frères ont été trouvés récemment lavés dans sa machine à laver, avec des traces résiduelles de sang détectées par des analyses chimiques avancées. Le cas des frères King et de Ricky Chavis a abouti à l'une des procédures judiciaires les plus inhabituelles et controversées de l'histoire légale moderne de la Floride. Dans une stratégie procédurale rarement vue, le parquet a décidé de conduire des procès séparés mais simultanés, un pour les frères King et un autre pour Chavis. Cette décision a créé une situation juridiquement complexe où, effectivement, le parquet argumentait deux théories contradictoires du crime devant des jurys différents. Dans le procès des frères, il les présentait comme les principaux auteurs du meurtre.
Simultanément, dans le procès de Chavis, il argumentait que ce dernier avait manipulé les garçons pour qu'ils commettent le crime. Le procès des frères King a capté l'attention nationale. Des images des deux garçons Derek, à l'apparence sérieuse et contenue, et Alex, au visage angélique et aux yeux expressifs, ont été largement diffusées par les médias. Le contraste entre leur jeunesse et la brutalité du crime commis a généré une fascination morbide et des débats passionnés sur la responsabilité criminelle juvénile. Durant les témoignages, Alex a décrit une relation abusive avec son père et a révélé la supposée relation inappropriée avec Chavis. Derek, pour sa part, a assumé une plus grande responsabilité pour l'attaque physique, affirmant qu'il avait agi pour protéger son jeune frère. Tous deux ont décrit un environnement domestique oppressif et des règles rigides imposées par Terry, bien que ces allégations contrastent avec les témoignages des connaissances de la famille. Des experts en psychologie forensique ont témoigné sur la dynamique entre les frères, soulignant comment l'isolement social avait intensifié leur interdépendance émotionnelle. Ce lien intense, combiné avec l'influence manipulatrice de Chavis, a créé une situation où les limites normales de comportement ont été distordues, a argumenté la défense. Le procès de Chavis, se déroulant parallèlement, s'est concentré sur son historique d'intérêt pour les mineurs et sur le rôle qu'il aurait joué comme instigateur du crime. Le parquet a présenté des preuves qu'il avait délibérément alimenté le ressentiment des frères contre leur père, visualisant un scénario où il pourrait assumer le contrôle sur leur vie, particulièrement sur celle d'Alex. Dans un revirement surprenant, le jury dans l'affaire Chavis l'a acquitté des accusations les plus graves liées à l'homicide, le condamnant seulement pour avoir hébergé des fugitifs et détruit des preuves. Dans le procès des frères, les deux ont été considérés coupables d'homicide au second degré et d'incendie criminel. Cette disparité dans les décisions a généré une consternation publique et des critiques envers le système judiciaire. Comment était-il possible, se demandèrent les commentateurs juridiques, qu'une jury acquitte le supposé manipulateur, tandis qu'une autre condamnait les enfants potentiellement manipulés? La sentence initiale pour Derek et Alex King fut sévère. Considérant leurs âges, Derek a reçu 8 ans de prison, tandis qu'Alex a été condamné à 7 ans. Cependant, après des appels basés sur des irrégularités procédurales, ces sentences ont été annulées. Dans une tentative d'éviter de nouveaux procès et le trauma associé, les procureurs ont offert un accord. Les frères plaideraient coupables d'homicide au 3e degré et d'incendie criminel, avec des peines réduites. Derek purgerait 7 ans et Alex 6, incluant le temps déjà servi durant le processus judiciaire. Ricky Chavis, bien qu'acquitté des accusations d'homicide, a été condamné pour faux témoignages, obstruction à la justice et crimes relatifs à sa relation inappropriée avec Alex. Il a reçu une sentence de 35 ans de prison, significativement plus longue que celle des frères qui ont effectivement commis l'acte violent. Le temps en prison a affecté les frères King de manière distincte. Derek, décrit par les fonctionnaires du système correctionnel comme réservé et introspectif, s'est consacré aux études et a achevé son lycée pendant son incarcération. Il parlait rarement du crime et évitait l'attention, maintenant un profil bas parmi les autres détenus. Alex, d'autre part, a affronté de plus grandes difficultés d'adaptation. Sa jeunesse et son apparence fragile l'ont initialement rendu vulnérable aux abus. Cependant, des rapports indiquent qu'avec le temps, il a développé une personnalité plus dure comme mécanisme de survie. La notoriété de son cas le précédait, créant une réputation ambiguë oscillant entre objet de curiosité et figure intimidante. Durant leur incarcération, les deux frères ont été soumis à d'intenses programmes thérapeutiques, centrés sur le traitement du trauma et le développement de l'empathie. Des psychologues ont noté des progrès significatifs, particulièrement chez Derek, qui démontrait une compréhension croissante de l'impact de ses actions et exprimait un remords sincère. Nehemia Griego, l'adolescent qui a anéanti sa propre famille South Valley, une communauté périphérique d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, n'oubliera jamais l'aube du 19 janvier 2013. Nehemia Griego, un adolescent d'à peine 15 ans, a exécuté un plan macabre qui a résulté dans l'extermination complète de sa famille immédiate. Pour comprendre le contexte de cette tragédie, nous devons connaître la structure familiale des Griego. Greg Griego, le patriarche de la famille, était un homme de 40 ans qui portait une biographie contrastée. Ex-fusilier marin des États-Unis, Greg avait trouvé un but renouvelé en devenant pasteur dans une église locale. Connu pour son tempérament sévère mais juste, Greg était respecté dans la communauté pour son travail pastoral et ses efforts communautaires. Il se consacrait également à aider d'anciens détenus et des toxicomanes à se réintégrer dans la société. Sarah Griego, épouse de Greg et mère de Nehemia,
était décrite par les voisins comme une femme dévouée, qui plaçait la famille au-dessus de tout. Elle gérait la maison où ils vivaient avec leurs 5 enfants et soutenait inconditionnellement le travail ministériel de son mari. Sarah maintenait une présence constante dans la vie des enfants, supervisant de près l'éducation à domicile que tous recevaient. Néhémia était le 4e des 5 enfants du couple. Ses frères et sœurs aînés, Vanessa et Jude, ne vivaient plus dans la résidence familiale au moment du crime. À la maison restaient, outre Néhémia, ses jeunes frères et sœurs Zéphania, de 9 ans, Jaël, de 5 ans, et Angelina, d'à peine 2 ans. À première vue, les Griego représentaient un exemple de famille traditionnelle et religieuse. Ils fréquentaient régulièrement les cultes à l'église locale, participaient à des événements communautaires et maintenaient une apparence de normalité et de stabilité. Cependant, derrière les murs de leur modeste résidence, existaient des dynamiques familiales complexes qui étaient rarement perçues par ceux qui les observaient de l'extérieur. Ce qui distingue le cas de Néhémia Griego d'autres crimes juvéniles est le niveau de préméditation et la méticulosité avec laquelle il a exécuté son plan. Dans les semaines précédant le crime, Néhémia a commencé à rechercher des informations sur les meurtres de masse et à étudier des cas similaires. Il tenait un journal où il détaillait ses pensées et frustrations, document qui est devenu, par la suite, une pièce centrale dans l'enquête criminelle. À l'aube de ce samedi fatidique, Néhémia a mis en pratique son plan macabre. Armé d'un fusil AR-15 appartenant à son père, il s'est d'abord dirigé vers la chambre où sa mère dormait. Sarah Griego a été tuée d'un seul coup à la tête pendant son sommeil, sans aucune chance de se défendre. Ensuite, Néhémia s'est dirigé vers la chambre où dormaient ses jeunes frères et sœurs. Zéphania, Jaël et la petite Angelina ont été assassinés dans leur propre lit, chacun avec une balle dans la tête. Des témoignages ultérieurs ont indiqué que Néhémia aurait prononcé des paroles de réconfort à ses frères et sœurs avant de leur ôter la vie, un détail qui rend le crime encore plus troublant. Après avoir tué sa mère et ses frères et sœurs, Néhémia a attendu patiemment le retour de son père, qui travaillait pendant le quart de nuit. Lorsque Greg Griego est arrivé à la maison, vers 5 heures du matin, il a été accueilli par son fils dans le couloir. Sans chance de comprendre ce qui se passait, Greg a été touché par de multiples coups de feu, tombant sans vie dans le couloir de la résidence. L'un des aspects les plus inquiétants de cette affaire fut le comportement de Néhémia dans les heures qui ont suivi les meurtres. Au lieu de fuir ou d'essayer de dissimuler immédiatement le crime, l'adolescent est resté dans la maison, entouré des corps de sa famille. Les rapports de police indiquent que pendant cette période, il a même envoyé des messages textes depuis les téléphones portables de ses parents à des amis et des proches, essayant de gagner du temps et d'éviter que quelqu'un ne se présente à la résidence. Environ 12 heures après le dernier meurtre, Néhémia a finalement quitté la maison. Il a conduit la voiture familiale jusqu'à l'église locale où son père travaillait. Là, il a confessé ses crimes à un pasteur et à des membres de la congrégation qui ont immédiatement alerté les autorités. Lorsque la police est arrivée à la résidence des Griego, elle a découvert une scène d'horreur. Les corps de Sarah et des 3 plus jeunes enfants étaient dans leur chambre, tandis que Greg gisait dans le couloir. L'arme du crime, le fusil AR-15, était appuyé contre un mur du salon, avec ses empreintes digitales. Néhémia a été détenu sans résistance. Lors de son premier interrogatoire, il a démontré un sang-froid qui a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Il a décrit chaque meurtre en détail précis, sans montrer de remords apparents. Lorsqu'il a été interrogé sur ses motivations, sa réponse a été tout aussi troublante: j'étais fatigué d'eux. Fatigué des règles, fatigué de la façon dont ils me traitaient. Je voulais savoir ce que ça ferait de les tuer. Les motivations de Néhémia Griego ont fait l'objet de débats intenses parmi les spécialistes de psychologie légale. Au cours des enquêtes et des évaluations psychiatriques, différents facteurs pouvant avoir contribué à son comportement homicide ont émergé. L'adolescent a rapporté qu'il subissait des pressions constantes liées aux normes religieuses rigides imposées à la maison. L'éducation à domicile qu'il recevait était centrée sur des principes bibliques conservateurs, avec peu d'exposition au monde extérieur. Néhémia a décrit son père comme autoritaire et sa mère comme excessivement contrôlante, bien que les témoignages de personnes proches de la famille aient présenté une vision plus nuancée des parents. Les enquêteurs ont découvert que Néhémia passait des heures à jouer à des jeux vidéo à thématique violente, particulièrement des jeux de tir à la première personne. Dans sa chambre, on a trouvé des notes détaillées sur des meurtres de masse, y compris le massacre de Columbine.
Ces découvertes ont soulevé des questions sur l'influence des médias violents sur les esprits jeunes et vulnérables. Nehemia a également révélé qu'Will avait fantasmé sur le crime pendant des semaines avant de l'exécuter. Plus alarmant encore fut sa révélation qu'Will prévoyait d'étendre son attaque à d'autres cibles. Après avoir tué sa famille, il avait l'intention de se rendre dans un centre commercial local et d'ouvrir le feu sur des civils, à la recherche d'une notoriété similaire à celle d'autres tueurs de masse qu'il avait étudiés. Les évaluations psychologiques réalisées après son arrestation ont identifié des traits de personnalité antisociale et narcissique. Cependant, aucune preuve concluante de psychose ou de schizophrénie n'a été trouvée, comme sa défense tenterait de l'argumenter ultérieurement. Les experts ont conclu que, malgré son jeune âge, Nehemia comprenait pleinement la nature et les conséquences de ses actes. Le cas de Nehemia Griego a présenté un défi significatif pour le système judiciaire du Nouveau-Mexique. Comment poursuivre un accusé qui, malgré avoir commis des crimes odieux, était encore légalement un enfant? Initialement, ses avocats ont plaidé l'irresponsabilité pour cause de folie, alléguant que l'adolescent souffrait de troubles mentaux graves, y compris la schizophrénie paranoïde. Cette stratégie, cependant, a été minée par les rapports psychiatriques qui n'ont pas trouvé de preuves de psychose, et par la clarté avec laquelle Nehemia a décrit la planification et l'exécution des crimes. En raison de son âge au moment des meurtres, l'affaire a commencé dans le système de justice pour mineurs. En 2014, après un long processus judiciaire, Nehemia a été condamné à rester dans un centre de détention pour mineurs jusqu'à l'âge de 20 et... Oh non! La sentence incluait la possibilité de libération conditionnelle, à condition qu'il démontre des progrès significatifs dans sa réhabilitation. Cette décision a généré une vague d'indignation dans la communauté de South Valley et dans tout l'État du Nouveau-Mexique. Beaucoup considérèrent la sentence comme excessivement clémente, argumentant que des crimes d'une telle magnitude méritèrent des punitions plus sévères, indépendamment de l'âge du perpétrateur. En 2016, en réponse à la pression publique et aux appels du parquet, la Cour d'appel du Nouveau-Mexique a révisé l'affaire. Dans une décision historique, elle a déterminé que Nehemia devrait être jugé à nouveau, cette fois en tant qu'adulte. Après ce nouveau procès, il a été condamné à la prison à perpétuité, avec la possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir purgé au minimum 30 ans d'incarcération. Actuellement, Nehemia Griego purge sa peine au centre correctionnel du comté de Lea, l'une des institutions de sécurité maximale du Nouveau-Mexique. À l'intérieur des murs de la prison, son nom évoque un respect sombre et craintif parmi les autres détenus. Les rapports des fonctionnaires du système pénitentiaire indiquent que Nehemia s'est adapté étonnamment bien à l'environnement carcéral. Contrairement à de nombreux jeunes délinquants, qui deviennent souvent des victimes au sein du système, il a réussi à établir une position de respect relatif et même d'autorité parmi les autres prisonniers. Cette réputation est due, en partie, à la nature de ses crimes. Dans le code informel des prisons, les crimes contre les enfants placent généralement les auteurs au bas de la hiérarchie sociale, les rendant fréquemment cibles de violence. Cependant, le cas de Nehemia est perçu différemment. Le sang-froid calculateur avec lequel il a exécuté les meurtres et l'absence apparente de remords ont créé une aura de mystère et de danger autour de lui. Les fonctionnaires rapportent que Nehemia parle rarement de ses crimes, mais quand il le fait, c'est avec une objectivité clinique qui perturbe même les criminels expérimentés. Il a consacré une grande partie de son temps à la lecture, particulièrement de livres sur la psychologie, la philosophie et la criminologie, cherchant peut-être à comprendre ses propres actions ou simplement à élargir ses connaissances sur l'esprit humain. Malgré son adaptation apparente, les psychologues pénitentiaires expriment des préoccupations quant à son progrès thérapeutique. Nehemia démontre une compréhension intellectuelle de l'impact de ses crimes, mais il manque encore une connexion émotionnelle authentique avec la souffrance qu'il a causée. Cette dissociation entre cognition et affect est considérée comme un indicateur préoccupant pour ses perspectives de réhabilitation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous vous êtes profondément intéressé à ces histoires percutantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de contenu qui explore les complexités de la nature humaine et de la justice pénale. Laissez dans les commentaires lequel de ces cas vous avez trouvé le plus troublant et pourquoi. À la prochaine vidéo.